Parfois, pour vraiment saisir les grandes tendances qui transforment notre monde, il suffit de se pencher sur l'histoire d'une seule entreprise. Et aujourd'hui, cette entreprise, c'est GitLab. Son histoire révèle une tension fascinante entre la grande promesse de l'intelligence artificielle et un paradoxe de contrôle assez inattendu. Alors tout commence, comme souvent dans la tech, par une vision. Une vision très optimiste. Ici, c'est Bill Staples, le PDG de GitLab, qui nous parle d'une orchestration intelligente. En gros, l'idée, c'est que l'IA va venir fluidifier et automatiser tout le processus de création de logiciels. C'est la grande promesse sur la table. Bon, allons voir ça de plus près. La première partie de notre analyse, c'est justement cette vision, ce futur où l'IA de GitLab est au centre de tout. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce GitLab Duo agent ? Eh bien, on nous promet un accès bien plus large, même pour ceux qui ne paient pas, des revues de code automatisées à grande échelle. Mais le point qui est vraiment intéressant, c'est la promesse de s'attaquer au vrai goulot d'étranglement. Tout ce qui se passe après que le code est écrit. C'est là que ça devient complexe et c'est ce que l'IA est censée résoudre. Et pour que tout le monde s'y mette, la clé, c'est le prix, 25 centimes. C'est le coût fixe pour une revue de code par l'IA. C'est presque rien. En rendant une tâche qui prend beaucoup de temps aussi prévisible et abordable, GitLab espère bien changer les habitudes de travail de millions de développeurs. Le directeur des produits le résume d'ailleurs parfaitement. La mission, c'est de démocratiser l'accès à une IA avancée pour tout le monde, des plus petites aux plus grandes équipes. Plus simple, moins cher, plus sûr. Le message est hyper clair. C'est séduisant. Mais voilà, derrière ce beau message marketing, il y a la réalité des chiffres, qui est, disons, un peu plus compliquée. On va donc quitter la communication officielle pour plonger dans les comptes, et c'est là que l'histoire devient beaucoup plus nuancée. D'abord, il y a le côté pile, le succès visible. Le chiffre d'affaires est en pleine croissance, il passe de presque 760 millions à plus de 955 millions de dollars en un an à peine. L'entreprise fonce tout droit vers le milliard. Pour les marchés financiers, c'est une vraie réussite. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment est-ce possible que la même entreprise, sur la même année, affiche à la fois une perte de 56 millions de dollars et un profit de 165,5 millions ? Non, ce n'est pas une erreur. C'est toute la différence entre deux manières de compter, les normes GAAP et non GAAP. Et ça nous raconte deux histoires radicalement différentes. Alors, d'où vient cet écart monumental ? Eh bien, ça vient de tout ce que les entreprises choisissent de ne pas inclure dans leurs résultats non-GAAP. Et le plus gros morceau, on le voit bien, c'est la rémunération en actions, presque 215 millions de dollars. C'est une dépense bien réelle, mais en la retirant du calcul, on obtient une image bien plus positive. Du coup, ça nous laisse avec une question assez fondamentale, c'est quoi la vraie rentabilité de l'entreprise ? Pour vraiment comprendre le paradoxe au cœur de GitLab, il faut faire un retour aux sources. On va mettre les finances de côté un petit instant et s'intéresser à la technologie qui est à la base de tout. Qu'est-ce que Git ? Au fond, c'est un système de contrôle de version distribué. Le mot important, c'est distribué. Ça veut dire que chaque utilisateur a une copie complète de tout l'historique sur sa machine. Le principe de base, c'est la décentralisation, le contrôle par l'utilisateur, sans avoir besoin d'un serveur central qui dicte sa loi. D'ailleurs, son usage peut être super simple et personnel. C'est comme synchroniser des notes. On crée un petit dépôt local, on enregistre des photos de nos fichiers au fur et à mesure et on envoie ces changements vers un serveur distant qu'on contrôle soi-même. Avant d'être un outil pour les grosses entreprises, c'est un outil pour l'autonomie personnelle. Et c'est ça qui est crucial. Regardez les avantages de cette approche. On n'est pas prisonnier d'un fournisseur parce que les données sont de simples fichiers texte. On a le contrôle total sur quand et où on synchronise, on peut travailler hors ligne, et tout ça est basé sur un standard ouvert et gratuit. C'est une véritable philosophie d'émancipation. Et c'est précisément là que la tension explose. Comment est-ce que cet idéal de décentralisation et de contrôle total peut coexister avec la réalité des grandes plateformes, y compris celles bâties sur Git ? On va maintenant ouvrir la discussion à une critique un peu plus large. L'une de nos sources, le Riat Institute, avance un concept un peu provocateur, il faut le dire, le technoféodalisme semi-automatisé. L'idée, en gros, c'est que la technologie, même quand elle est née d'idéaux ouverts, peut en fait recréer une sorte de servitude moderne où tout le pouvoir et toute la valeur sont aspirés par quelques plateformes centrales. Cette citation résume parfaitement l'idée. Au lieu d'une libération, ce serait juste un changement d'allégeance. On quitte les anciens intermédiaires pour se soumettre à de nouveaux seigneurs techno-féodaux qui, eux, prélèvent une petite commission sur chaque transaction, devenant les nouveaux maîtres du jeu. Et ça nous amène à une ironie assez frappante. Un mouvement qui est né d'un désir de se passer d'intermédiaires finit par consolider le pouvoir dans de nouveaux silos numériques qui ont souvent encore moins de comptes à rendre. C'est une critique qui s'applique à beaucoup de plateformes qu'on utilise tous les jours. On arrive maintenant au moment de rassembler toutes les pièces du puzzle. On a vu la promesse de l'IA, la complexité financière et les racines presque idéologiques de la technologie. Il est temps de voir comment tout ça nous mène à un choix fondamental au cœur de la tech moderne. Finalement, toute cette histoire peut se résumer à cette opposition.
D'un côté, on a l'idéal originel de Git, un idéal presque cypherpunk, un pouvoir décentralisé, des données qui appartiennent à leurs utilisateurs, des outils pour être autonomes, et de l'autre, la réalité des plateformes d'aujourd'hui. Une orchestration centralisée, un accès qui n'est qu'un service et des outils optimisés pour la productivité. Ce qui nous amène à la question centrale que toute cette analyse a construite. Au final, nos outils numériques sont-ils des instruments de libération personnelle ou des moteurs de contrôle centralisés ? GitLab, avec sa technologie open source et son modèle de plateforme à $1 milliard, incarne ce dilemme à la perfection. Et pour conclure, une dernière question qui, je pense, résume tout l'enjeu. Alors que ces plateformes sont en train de dessiner l'architecture de notre futur numérique, la question qui reste, c'est qui tient les plans ?